écoutez la deuxième rubrique de l'épisode 3, saison 4 du podcast L'entrée des coulisses. Pour écouter l'épisode en intégralité et accéder à toutes les informations, suivez le lien dans la description. Bonne écoute. Allez zou, en coulisses. Élise Giuliani est humoriste, italo-ch'ti, comme elle le dit dans son spectacle, et Élise, ou Speedy Élise, elle a de l'énergie à revendre. Mais dans ce studio d'enregistrement cosy, elle s'est installée calmement et nous avons papoté autour des thèmes de l'enfance, de la famille, du choix de vie et de son travail artistique, évidemment. Et cette fois-ci, sans aucun chat entre nous. Vous comprendrez si vous écoutez l'interview jusqu'au bout. Bonjour, je suis Élise Giuliani et je suis actrice. Élise, que se passe-t-il pour toi dans les coulisses ? Alors, les coulisses, c'est un vrai petit rituel. Moi, j'aime bien quand il y a des gens. Il y en a qui ont vraiment besoin d'arriver 1 heure avant, de se concentrer. Moi, j'aime bien arriver le plus tard possible. Par contre, il faut que j'ai le temps de faire mes exercices de prononciation. Ça, c'est hyper important. Et mes exercices de respiration. Souvent je mets de la musique. Dans le portrait chinois on parlait de Wake Me Up. Souvent je mets Wake Me Up Before You Go Go et je mets une playlist qui me réveille. Je me fais des mouvements pour me réveiller les muscles. Et il y a mon manager qui est là, on va dire 99% du temps. Donc il vient, on a un petit rituel j'ai une poupée de Blanche-Neige dans ma valise de costume. Et le truc c'est de faire un bisou à Blanche-Neige, qui est consentante pour le coup, qui est réveillée, avant que je monte sur scène. Et moi je suis plutôt je suis concentrée, mais c'est plutôt un lieu de vie. C'est pas un lieu de stress pour moi, c'est plutôt un lieu où j'ai hâte d'y être, quoi. J'aime bien être dans les coulisses. Mais j'ai hâte d'être sur scène surtout. Alors, Élise, on s'est déjà parlé en fait, Absolument. Et dans le cadre de ce podcast, c'était dans la saison 3, je crois, épisode 1. J'avais fait un zoom sur les coulisses du Festival d'Avignon. J'avais fait d'ailleurs un petit reportage qui montrait des coulisses un petit peu sombres, un petit peu pas terribles pour les compagnies. Et j'avais vu sur Instagram ta joie d'y avoir participé et ta joie que ce soit bien passé. Donc du coup, je t'ai contacté, très gentiment, tu as accepté. Donc on s'est déjà parlé à ce moment-là. Et on avait déjà un petit peu parlé de ton spectacle, qui était déjà une belle bourrine. Absolument. Voilà. Alors Élise, maintenant c'est ton tour d'être au micro de l'entrée des coulisses. Et avant que nous papotions plus précisément de ton parcours, de ton spectacle, qui est actuellement à l'affiche au moment où nous enregistrons, et de papoter de différentes autres petites choses que je t'ai concoctées, j'aimerais faire un petit tour d'horizon sur tous tes savoir-faire, compétences que j'ai listées. Ça va être un bazar pas possible parce qu'il n'y a aucune cohérence. Attends. Alors Élise, tu es danseuse, modèle, voix off, humoriste, comédienne. Pour la petite histoire, tu as joué dans des clips, dont celui de Amir. Tu as fait une apparition dans des séries TV, dont Emily in Paris. Je le cite parce que ça a eu un sacré succès. Tu as joué dans des courts-métrages, dont certains en tant que réalisatrice. Dans des films. Le dernier en date, c'est 2020, si je ne me trompe pas. C'est Goliath de Frédéric Tellier. Tu as joué aussi dans des publicités. Tu joues du piano. Tu chantes, tu pratiques la danse, enfin différents types de danse, dont notamment la pole dance, parce que tu publies de temps à autre des vidéos sur Instagram qui sont très impressionnantes. Et pour compléter le tout, c'est déjà bien riche, hein, tu pratiques plein de sports. Ouais. Bon, le patin, niveau basique, mais ça compte. C'est ce que tu marques, hein, niveau basique, ça compte. Alors Élise, après toute cette liste, quelle petite fille étais-tu ? Est-ce que tu avais déjà cette appétence pour le mouvement, pour le jeu, dans le sens te mettre en jeu ?
Ouais, énormément. Toutes les activités là, bon, peut-être pas la pole dance, mais la danse en tout cas, ça vient d'il y a longtemps. J'ai démarré quand j'avais 5 ans, la danse, et j'ai toujours fait plein de trucs artistiques. Le piano, ça date à peu près de la même époque. Et vu que j'étais une petite fille assez hyperactive, un peu comme aujourd'hui. Étonnant. C'est peu dire. Du coup, je faisais plein d'activités à côté de l'école. Donc, j'avais vraiment besoin de faire des spectacles, du piano, du solfège, du théâtre. Et au-dessus de tout ça, j'adorais faire des spectacles avec ma cousine, me déguiser. J'ai eu la chance d'avoir une mamie couturière et une maman qui a aussi appris la couture, donc des costumes dans tous les sens. Donc ouais, j'ai toujours aimé faire des trucs, un max de choses. Je déteste m'ennuyer. Je pense que c'est ma plus grande peur. Et donc toute petite, ouais, la scène c'est venu par la danse. Donc c'est justement l'envie de mouvement. Mais après le mouvement, j'ai eu envie de pouvoir parler. Oui. Donc le théâtre est venu assez rapidement. Parce que la danse c'est super. Hein. Je suis ravie d'en redémarrer. Je pense que ça donne une discipline hyper importante dans la vie future. Mais c'est quand même bien aussi de pouvoir un petit peu dire ce qu'on pense. Et en danseuse, souvent, c'est très rigide. Ah, c'est sûr qu'on parle pas trop, quoi. Enfin, on s'exprime différemment. Mais... On s'exprime par le corps, ce qui était hyper important pour moi. Mais j'avais vraiment besoin de parler aussi. Donc le théâtre est venu assez rapidement, le piano aussi. Donc ton métier actuel, on peut dire qu'il prend racine dans cette enfance. Ah ouais, complètement. Et en fait, ce qui est marrant, je pense qu'on est beaucoup à être dans le cas, c'est que moi j'étais sûre de vouloir être actrice ou en tout cas de vouloir être sur scène. Ah oui, déjà t'es toute petite à l'école quand on demandait là qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je pense que sur les fiches là qu'on écrivait, je pense que je mettais danseuse ou comédienne. Je mettais en tout cas être sur scène, un truc comme ça. Sauf que c'était pas forcément la volonté de mes parents. Okay. Ce qui fait que j'ai eu un long moment de virage où je suis allée sur autre chose avant de revenir dans mes premières amours. Mais j'étais convaincue, moi, que c'était ce que je voulais faire. Il y avait aucun doute là-dessus. Mais c'est pas un métier qui rapporte, c'est un métier compliqué. Donc quand je suis venue à Paris faire des études de théâtre et tout ça, en parallèle, mes parents ont voulu que je fasse des études normales. Ouais. Et donc, c'est ce qui m'a un peu éloignée de toute cette vie de mouvement pendant quelques années. Mais j'y suis revenue au moment où c'était sans doute le bon. Bon moment. Tu viens d'une famille d'artistes, même en amateur? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je viens de la famille la plus conventionnelle, dans le bon sens, très vie de famille extrêmement importante. Moi, je suis d'origine italienne, donc la famille, c'est extrêmement à cœur de tout le monde. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Ça marche. Je suis de maman institutrice, papa dentiste de campagne. Donc, pas du tout artiste, mes frères non plus, personne. Vraiment, c'était un peu le vilain petit canard de vouloir pas faire des études conventionnelles et tout ça. C'était, puis même rien qu'à l'école de dire, moi je veux m'inscrire, je veux faire de la danse et du théâtre et du piano à côté. Oula, c'était pas... Ça faisait peur. Ouais, ça faisait peur. Ouais. Et du coup, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné ce goût pour la danse, la comédie, le spectacle? Ça te vient d'où? Mes parents filmaient beaucoup quand j'étais petite. Et j'ai des films de moi maternelle où déjà je faisais des trucs de danse et j'adorais quand il y avait le spectacle de l'école, par exemple. C'était oui, c'était vraiment ton moment. Ah ouais, c'était le Broadway de la classe de maternelle. Sauf que pour la danse, je savais que je voulais faire un truc artistique, mais la danse c'est très précis. En fait, donc j'ai 2 grands frères qui regardaient beaucoup les dessins animés à la télé. Il y avait un dessin animé de foot. Moi, ça me saoulait de regarder les trucs de foot, mais il y avait un dessin animé qui s'appelait L'École des Champions, et où la copine du personnage principal était danseuse. Et donc, je me suis dit, en fait, il y a un truc un peu pour les filles quand même dans ce dessin animé. Mais je pense que 2 jours après, j'ai dit à mes parents, je veux faire de la danse. Donc, c'est bizarre, c'est à cause d'un dessin animé. Un manga, ouais. Un manga, ouais. Une série, manga, dessin animé. Comme quoi. Et je vois encore l'image de la danseuse. Je me dis, c'est trop beau, je veux faire ça. Alors, aujourd'hui, c'est la facette d'humoriste qui prend le dessus dans ton parcours. Mais qu'est-ce que tu faisais avant d'être artiste? C'est quoi ton chemin professionnel pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Déjà, j'ai toujours fait du théâtre et de la danse, donc ça toute petite. Je suis venue à Paris pour être comédienne. J'ai fait un conservatoire. À côté, je faisais des études tout à fait classiques. Et au conservatoire, j'apprenais beaucoup les classiques, justement, des alexandrins. Donc, c'était vraiment un parcours académique de base, mais j'avais quand même déjà une appétence pour la comédie. Sauf que quand j'ai fini mes études normales à côté, qui étaient marketing et com, où il y a quand même un truc aussi de représentation, c'est pas par hasard que j'ai choisi ça, j'ai eu un premier métier qui m'est tombé dans les mains.
dans une grosse agence de pub. Je me suis dit, bon, c'est quand même bien, je l'ai même pas cherché, ce métier, il me tombe dessus. Allez, je le prends pendant 1 an. Et en fait, j'ai bossé pendant 8 ans dans des boîtes qui n'avaient rien à voir avec mon envie première. Oui, voilà. Ouais. Donc j'ai fait agence de pub, j'ai fait aussi beaucoup de marques de luxe, j'ai fait du L'Oréal, du LVMH, plein de choses, Grand Épicerie de Paris, plein de choses comme ça. Et en fait, on se dit la crise de la trentaine c'est un mythe, mais en fait pas du tout. Moi, voyant la trentaine arriver, j'étais en stress total. Je me suis dit, je passe à côté de ma vie. C'est pas du tout pour ça que je suis venue à Paris. Et ce qui a fait le déclic, c'est qu'il y a une époque, je bossais pour Giorgio Armani et je gérais les tournages. Et en fait, je voyais que tout ce qui me plaisait quand je bossais pour cette marque, c'était quand j'étais sur les plateaux de tournage. Dès que je devais rentrer au bureau, j'étais en déprime absolue. Je me suis dit, il y a peut-être un truc quand même qui se révèle. Et pour mes 30 ans, alors que j'étais une dingue de mode, j'aurais pu dire, je veux des Loups-Boutins, j'en sais rien. Je me suis dit, allez, je veux un stage de cinéma au cours Florent. Donc je flippais parce que ça faisait 8 ans que j'avais pas joué. Ouais. Donc j'ai fait ce stage à Noël. C'était un déclic absolu. Et là, la rentrée de janvier, quand il fallait retourner au travail, c'était horrible. Et ça a mis quelques mois le temps que je puisse vraiment faire mon inscription. Et là, j'ai décidé d'arrêter mon taf et d'être à 100% côté acting. Donc ça a été pas évident comme décision à prendre. Je dirais plus de la dire autour de moi. Moi, c'était clair qu'il y avait une urgence d'arrêter mon taf et de reprendre ce que j'aimais. Mais c'était plus pour l'annoncer aux parents, alors que clairement, je dépendais plus d'eux. Tu as choisi d'être, comme on dit aujourd'hui, d'être aligné avec tes rêves, aligné complètement. Avec toi. Mais j'avais vraiment l'impression d'être à côté de moi. Il y avait vraiment ce truc de pas être dans ma peau, de regarder ma vie qui se passait. Et c'était plus tenable. Donc alors quand j'ai pris la décision, pour le coup, ça allait très vite. Je me suis inscrite au cours Florent. Il y a eu quelques mois avant que la rentrée commence. Mais le jour où j'ai décidé d'arrêter mon taf, en 3 jours, j'avais quitté mon taf, quitté mon mec de l'époque et quitté mon appart en 3 jours. Ah oui. Ouais, c'était la mue totale. Ouais. Et moi, quand il y a des trucs durs à faire, j'aime bien les faire d'un coup. Ouais. Et tout rassembler. Comme ça, au moins, après, c'est fait, c'est derrière, et puis on avance, quoi. Toujours dans le mouvement. Ouais, complètement. Qu'est-ce qu'il te reste de cette vie d'avant, de ces métiers d'avant ? En fait, malheureusement, l'intermittence ne rapporte pas beaucoup d'argent, donc régulièrement. C'est pas facile, donc régulièrement, je dois refaire des missions en freelance pour un peu renflouer le porte-monnaie. Ouais. Et en ce moment, justement, j'en fais une à côté de mon taf de comédienne, et c'est mon ancien métier qui me permet de sauver les meubles quand vraiment c'est la galère financière. Donc là, je fais de la production de contenu pour une marque de spiritueux. Et donc, ça me permet quand même d'être encore en contact de réal, de photographe, tout en ayant mon spectacle et les autres activités. Donc voilà, ça fait des grosses semaines, mais au moins, je m'ennuie pas. Bien chargé, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est bien chargé. Donc Aujourd'hui, c'est la facette d'humoriste qui a pris le dessus dans ton parcours. Tu avais donc envie de faire rire les gens, quoi. Ouais, et même quand je parlais tout à l'heure des spectacles de maternelle et tout, mais même en primaire, on doit faire des spectacles de fin d'année. Et moi, je faisais que les trucs débiles, quoi, les trucs où il fallait faire rire. Quand je faisais beaucoup d'émissions de radio, de fausses émissions de radio avec mon petit truc à cassette. Pareil, mon podcast c'est né à cause de ça aussi. Voilà. Ouais. Donc, j'ai adoré faire des blagues, des trucs complètement niveau intellectuel le plus bas possible. Et en fait, quand j'ai repris le cours Florent, ils ont ouvert une classe de one-man show. C'était l'année test. C'était un premier test au cours Florent. Une classe animée par Étienne de Balazy, qui a quand même un gros nom dans le métier. Et je me suis dit, j'ai jamais fait ça, mais j'ai vraiment envie. Donc, je suis allée m'inscrire au truc où, premier cours, on était, je pense, 60, quoi. C'était l'enfer. Ouais. On savait qu'il allait y avoir une compétition pour qui allait rester. Oui. Donc, je me suis dit, on est 60. Il faut qu'il en reste peut-être 15. Donc, semaine prochaine, je passe un sketch. Je n'avais jamais écrit de sketch de ma vie. Et je me suis dit, vas-y, allez, je passe. Enfin, j'avais écrit des blogs. En fait, j'avais des bouts de trucs. Mais j'avais jamais joué un sketch devant quelqu'un. Donc, une semaine après, j'ai appris mon texte. Et je me suis mise à passer le sketch
en étant dans un stress absolu. Et finalement, il y a aussi les gens de la classe qui ont compris que c'est une classe d'écriture aussi. Faut pas juste jouer, faut écrire. Et donc ça a écrémé un peu les non motivés. Et au final, la sélection naturelle s'est faite par les plus motivés sont restés. Et on a fini l'année à 10-15 et c'était super. Donc c'est ça quand même qui a été aussi mon premier pied plus professionnel dans l'humour, d'apprendre vraiment comment se structure un sketch, quelles sont les scènes ouvertes où on peut jouer. Et après cette classe-là, et après le cours Florent, j'ai fait l'école du one-man show. Et c'est ça qui m'a vraiment permis d'écrire le spectacle et de voir que c'est un vrai métier aussi, humoriste. Il faut se prendre des bides, il faut être face à ses doutes, il y a plein de choses. Ouais. Bien sûr, c'est un vrai métier, humoriste. Complètement. Tu as des modèles d'humoristes, des artistes dont tu aimes le travail? Énormément. Et en fait, j'adore plein d'humoristes, mais il y en a vraiment quelques-uns qui, pour moi, se détachent du lot, en tout cas par rapport à mes goûts perso. Moi, j'adore Aymeric Lompré. C'est très foufou, il y a un peu de loufoque, c'est quand même un peu... Alors, dans le côté cool, dans le côté positif, c'est un peu beauf, mais moi j'aime bien les trucs qui sont la vraie France, les trucs où il n'y a pas de filtre et tout ça. Puis il vient de Lille, donc vu que je suis moitié ch'ti, ça me tient à cœur. Et j'adore Baptiste Le Caplin. Ouais. Lui, c'est pour le côté foufou sur scène. Je pense qu'il perd 10 kilos à chaque représentation. Il court partout. Et c'est très dans l'énergie, c'est fou. Il y a beaucoup plus d'absurde qu'avant. Et j'adore de ouf. Et après, alors c'est pas forcément dans le style d'humour, mais dans quelqu'un où je sens qu'il y a de la discipline énorme derrière, c'est Alex Lutz, parce que lui, pareil, il a une formation de danse aussi d'ailleurs. Oui. Et on voit que c'est un super comédien. Et tout est tenu à la virgule près, au geste près. Et j'écoutais l'autre jour un podcast avec Panayotis Pasco qui disait que dans les sketchs, il y a un détail dans un sketch d'Alex Lutz qui l'a marqué, c'est qu'à un moment il parle pas d'emballage, il parle d'opercule dans son sketch. Et en fait, la précision du mot, c'est tellement bien trouvé que tout de suite on se voit, c'est dans un casting, on voit directement le directeur de casting. Enfin, c'est très imagé par le choix de ce petit mot qui est hyper précis. Et Panayotis aussi, j'aime beaucoup d'ailleurs. Dans un autre style d'humour, mais il y a trop d'humoristes. Oui, certainement, il y en a plein, forcément. Mais bon, il y en a que quelques-uns qui en font vraiment leur métier, finalement. Oui. Mais justement, la scène des humoristes aujourd'hui, elle se conjugue enfin au féminin. Ouais. On commence à sortir de la longue domination masculine, avec pendant très longtemps une quasi-totalité d'humoristes hommes. Blanche Gardin a été la première femme à recevoir le Molière de l'humour en 2018, donc c'est hyper récent. Et puis il y a toute cette nouvelle génération d'humoristes femmes dont tu fais partie. Et initialement, quand même, être humoriste, c'était être un homme. J'ai l'impression qu'une femme ne pouvait pas être drôle, ou si elle l'était, ça justifiait des réflexions du type t'es drôle pour une fille, ou t'es belle pour une comique quand même, t'es pas trop moche. Alors toi, Élise, quel regard tu portes en tant que femme sur la scène de l'humour? Est-ce que toi, tu as été victime de sexisme en tant qu'artiste humoriste? Quel est ton regard sur tout ça? En fait, clairement, c'était un métier d'homme jusqu'à il y a peu, ce qui était plutôt à notre avantage, parce on était tellement peu nombreuses que dès qu'il y avait un comedy club, il fallait qu'il y ait au moins une fille, donc on était régulièrement appelés. Le quota réglementaire. Le quota, exactement, pour la représentation des femmes. Donc ça, c'était plutôt le truc qui jouait en notre faveur. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de femmes aussi. Ça devient la même compète qu'entre les hommes, je dirais. Donc il y a du plus, il y a du moins bien. Côté, ce qui a pu être dérangeant étant femme, c'est que des choses que j'ai un humour un peu gras, un peu rentre-dedans, et parfois certains mots que j'emploie ou certaines expressions, je pense, passeraient mieux dans la bouche d'un homme, malheureusement. Enfin, du point de vue d'un certain public. Hein. Oui, bien sûr. Parce que une femme, ça doit pas être vulgaire, ça doit pas être... Il y a des choses qu'une femme ne doit pas dire, et ça, moi, je le sens quand même. Notamment dans certains concours où on va considérer que, par exemple, un homme qui parle de sexe, c'est normal. Une femme qui me parle de sexe, c'est pour faire genre, et pour se montrer, et pour faire un peu différent des autres. Non, c'est parce qu'en fait, ça fait partie de la vie aussi, et que moi, je parle de ce qui est naturel, et je parle pas que de ça, en plus. Mais je trouve qu'il y a vite des amalgames qui sont faits... une humoriste peut pas tout faire comparé à un humoriste. Je sens quand même qu'il y a un truc qui change, mais qui
qui est pas encore tout à fait 50-50 quand même. Après, ce qui est, je pense pour l'instant plutôt cool de mon côté, par rapport à la compète qu'il y a entre les femmes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font du stand-up pur, et justement beaucoup de comedy club, du stand-up vraiment, je prends le micro et je parle comme si j'étais dans mon salon. Moi, je fais pas vraiment ça. Donc pour l'instant, c'est bien, parce qu'on n'est pas trop nombreuses à faire un truc un petit peu cabaret, un peu sketch, un peu mélange, quoi, un peu hybride. Donc pour l'instant, je croise les doigts, on commence à être nombreuses, mais pas encore trop nombreuses à faire du sketch-up, comme on dit. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais oui, il y a encore des problèmes de pudeur. Ah là là, une femme, ça ne doit pas dire tout ça. Ça change, mais je pense qu'il faut plutôt, justement... En fait, plus on va me dire ça, faut pas le dire, plus j'ai envie de le dire. Du coup. Ouais, un petit côté provoque, titiller. Oui. Au contraire, ça va plutôt me donner envie d'aller encore plus dans cette direction-là. Alors Élise, on va parler un petit peu de ton spectacle. Ouais. Qui s'appelle donc Une belle bourrine, spectacle que j'ai vu il y a quelques mois déjà, au Théâtre Beau à Paris, et donc comme je le disais, à l'affiche au moment où on enregistre cet épisode. Alors ton spectacle aborde plein de choses, mais aussi tes origines italo-ch'ti. Ouais. Alors, qui de ton papa ou de ta maman vient d'Italie et qui vient du Schnorr? Papa Schnorr, maman Italie. Maman est quand même née dans le Nord, mais d'une famille qu'on est dans les années fin 40, début 50. L'Italie du Sud est archi pauvre, donc ma grand-mère, ses frères et sœurs vont un peu en grand groupe dans le nord de la France parce qu'il y avait plein de travail sur les chantiers navals. C'était vraiment une époque où il y avait plein de recrutements, besoin de main-d'œuvre dans le nord. Ils vont tous là-bas, la plupart repartent en Italie, sauf ma grand-mère parce qu'elle venait de se marier avec son chéri. Elle avait aussi un petit peu envie d'être loin de sa famille, et puis surtout, elle est tombée enceinte de ma maman. Donc elle est restée en France, et c'est de là que la branche Giuliani du Nord est née, et que quelques années plus tard, ma mère a rencontré mon père sur la plage de Dunkerque. Surtout que ma mère n'avait pas le droit de sortir, parce que famille italienne à l'ancienne, ma grand-mère lui imposait de rester à la maison, elle n'avait pas le droit de sortir, à l'inverse de son frère, on reparle des différences hommes-femmes. Mon oncle, lui, avait le droit de faire les 400 coups et ma mère, non, devait rester à la maison. Un jour, ma grand-mère l'autorise à sortir. Allez, tu peux sortir sur la plage avec tes copains, tes copines. Pas de bol. C'est là qu'elle rencontre mon père. L'amour fou, enfin le coup de foudre. Et ils sont ensemble depuis quasiment 50 ans. Oh, c'est magnifique. Ouais. C'est fou, sur une plage, alors que normalement c'était interdit. Ouais. Et paf, la c'est grande dingue. aventure. L'histoire est dingue. Ça pourrait être un film. Oui, c'est super joli. C'est super joli. Mais d'ailleurs, à la fin de ton spectacle, tu évoques très joliment, d'ailleurs, ta grand-mère. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette dame que tu aimes particulièrement? Ouais. Tu peux nous dire aussi ce qu'elle t'a transmis? Alors, il y a quelques instants, on parlait du côté un peu provoque. Ouais. Ma grand-mère, reine de la provoque. Déjà, le fait d'être... un exemple bête, c'est que ma grand-mère a épousé l'homme qu'elle aimait contre l'avis de son père. Alors qu'à l'époque, déjà aujourd'hui, je pense en Italie du Sud, c'est compliqué, mais à l'époque, clairement, ça se faisait absolument pas. Ouais. Pas du tout. On écoute ce que dit le padré, et puis on peut pas faire autre chose. Donc elle a été folle amoureuse de l'homme qu'elle voulait épouser. Donc elle s'est mariée contre l'avis de son père. Elle est allée en France contre l'avis de son père. Donc déjà une petite provoque assez forte. Clairement, à la maison, c'est elle qui portait la culotte, très diva et très rentre-dedans, très provoque. C'est une grande dame qui m'a beaucoup inspirée, ma grand-mère. Et puis, elle m'a apporté ce truc d'avoir envie d'être toujours en compagnie. Chez ma grand-mère, à la Méditerranéenne, il y avait toujours 10 personnes, quoi. Il y avait les copines qui venaient, qui repartaient, c'était un peu ouvert, tout le monde venait. Et donc moi j'ai connu ça, parce que ma grand-mère, pour la petite anecdote, vivait dans ma rue. Donc on vivait à 2 maisons d'écart, on vivait dans la même rue, ma grand-mère et moi. Donc moi j'étais tous les midis, je mangeais chez ma grand-mère. Quand fallait être gardée, c'était chez ma grand-mère. Enfin, elle m'a... je dirais pas qu'elle m'a élevée, parce que mes parents m'ont élevée, mais elle était quand même là tous les jours pour s'occuper de moi. Donc elle m'a aussi transmis cet amour des gens, d'être toujours faire des fêtes et tout ça, donc ça beaucoup. Et puis la débrouille quand même, elle m'a apporté ce truc de
T'as envie de faire un truc, tu le fais, même si on n'est pas d'accord avec toi, tu vas jusqu'au bout. À l'époque, à me changer de pays sans parler la langue, ça devait pas être simple du tout. C'était très dur. Ouais. Et puis, elle a quand même un truc... Il y a un truc artistique qu'elle m'a apporté. Ma grand-mère était couturière. Donc, elle a appris... elle s'est débrouillée pour apprendre de manière académique la couture et tout ça. Et ça a été son métier quasiment jusqu'à la fin. En fait, c'était ce qui lui permettait de... Elle n'avait pas forcément besoin... À certaines années, elle avait besoin de travailler pour gagner suffisamment d'argent, mais vers la fin, c'était plus une passion. Et elle a fait ça le plus longtemps possible parce que créer des trucs, c'était quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Et c'est quand même pas pour rien non plus que j'ai bossé en mode pendant quelques années. Eh ben voilà, comme quoi. Il n'y a pas de hasard, tout est clair. Ouais. Jolie histoire en tout cas. Et toi, comment tu ressens ces racines, ces deux cultures en toi? Est-ce que ça t'a laissé des traces, j'allais dire, des tatouages émotionnels, artistiques depuis ton enfance? Tu viens de parler de ta grand-mère. Donc là, on a bien compris ce qui était resté, mais plus largement, de ton côté... ch'ti, de ton côté italo? Je sens vraiment les deux influences. En fait, le Nord, il y a quand même un truc aussi c'est une région où il n'y a pas beaucoup d'argent, où on est très tourné vers les autres, où on est un peu franc du collier aussi. Le carnaval, Dunkerque. Carrément, un lâcher prise complètement. Total, quoi. On est nature. Donc, il y a un peu le côté un peu plus bourrin, d'où une belle bourrine, du Nord qui s'est confronté au côté un peu plus... je fais ma diva à l'italienne. Donc, ma grand-mère, c'était mettre des musiques à l'italienne, faire des vêtements. Et à côté de ça, ils grandissaient à Dunkerque. Enfin, ma mère a grandi à Dunkerque, dans un... truc très brut, quoi. Donc, il y a vraiment l'alternance des deux. Et même aujourd'hui, ça crée des situations marrantes où il y a les deux héritages qui se rencontrent. Là, ça fait très longtemps que je suis pas allée chez mes parents. Je vais chez mes parents ce week-end à Dunkerque. On sait très bien qu'on va avoir dans le week-end droit à du pot de chevlèche ou des croquettes de crevettes, parce que c'est une spécialité du Nord, et des raviolis faits par ma mère. Enfin, c'est tout bête, mais la nourriture, c'est quand même très représentatif d'une culture. Hyper important, Complètement. Et donc, à Noël, on peut avoir le repas traditionnel français, on va dire le 24, et le 25, on va faire un truc à l'italienne, par exemple. C'est très... Il y a vraiment les deux, et je dirais le lien entre les deux, c'est quand même la famille, parce que dans le Nord, au-delà des clichés, il y a quand même ce truc de... c'est quand même des gens très généreux, où on n'a pas d'argent, mais on aide les autres, on va toujours aider les familles, les cousins et tout ça, et ça, c'est très italien aussi. C'est vrai. Donc cet amour de la famille, je l'ai ressenti des deux côtés, et clairement, mon père, il a une famille qui est moins présente, mais il a trouvé une famille d'adoption par la famille de ma mère. Donc on est très, très soudés, et je dirais que un héritage aussi que j'ai eu de la culture italienne, c'est que... ma mère voulait pas que je fasse ce que je voulais. Donc ça a été un peu le conflit en fait, moi j'ai le droit de sortir comme mes frères, j'ai le droit de faire des trucs comme mes frères. Donc cette culture à l'ancienne faut faire attention, une fille ça doit se marier. Non, en fait, pas forcément. Donc ça a été un peu le conflit, mais gentil, avec ma mère. Normal. On est toutes passées par là, je pense. En tout cas, c'est très joli parce que dans ce que j'ai vu, et là en discutant avec toi, effectivement, je sens à quel point, quand on a deux cultures à faire cohabiter, c'est pas toujours évident. Il y en a qui les font pas cohabiter, ou alors il y en a une qui prend plus le pas sur l'autre. Et chez toi, je trouve que c'est complètement en harmonie. Ouais, et puis je trouve ça hyper important de prendre les deux. Il y a des défauts dans les deux côtés, mais autant prendre ce qu'il y a de positif et autant rire des défauts des deux côtés aussi. Bien sûr. Alors, Élise, on va parler un petit peu de ton spectacle. Les critiques sont super positives. Alors, sur Billet Réduc, je suis allée voir, il y en a plus de 300. Et j'ai relevé plusieurs adjectifs qui reviennent souvent. Alors, j'ai relevé déjanté, trash, sexy, dynamique, drôle, heureusement. Ça, c'est cool. Alors, dans la vie, moi, j'ai envie de te poser la question, Élise. Est-ce que tu es déjantée, trash, sexy, dynamique, drôle? Ou est-ce que cette Élise sur scène, c'est un personnage qui te permet, comme ça, d'exulter, d'exprimer une facette de toi peut-être un peu plus cachée? Non, je pense que sur scène, je suis quasi comme je suis dans la vie. Franchement, après évidemment, c'est exacerbé parce qu'il y a du show. Je vais pousser les trucs dans leur retranchement, je vais aller au bout de la vanne, mais dans la vie, oui, je suis assez pareil. Ce qui peut être parfois créer des situations bizarres. Par exemple, moi, j'ai bossé beaucoup en luxe.
clairement, je détonnais un peu parce que j'avais envie de faire des blagues sur les tournages. Je m'entendais bien avec les équipes de tournage qui, elles, étaient donc des prestats. Donc pas trop dans le moule Armani, L'Oréal et tout ça. Donc moi, j'avais plutôt tendance à sympathiser avec eux et à rigoler. Donc non, je suis assez proche de ça dans la vie. Et je pense que sur scène, je dirais que c'est même moi à 100% sur scène, alors que dans la vie, selon certaines situations, je vais mettre un petit filtre quand je sens que pour certaines personnes, il faut faire un petit peu attention. Voilà, c'est un petit peu too much, donc voilà. On va pas froisser. Exactement, mais non, je pense que c'est complètement moi, en fait. Et c'est pour ça que j'adore être sur scène, parce que ça fait du bien aussi de pouvoir être à 100% soi-même. De temps en temps, je propose aux auditeurs du podcast de poser des questions aux invités. Donc très souvent ils les connaissent pas, mes invités, donc je mets quelques petites infos avant, je partage des stories, des petits bouts de vidéos, etc. Et je pioche parmi les quelques questions que je reçois. Ouais. Là j'en ai sélectionné 2, une gentille et une un peu plus trash. Parce que je me suis dit qu'avec toi je pouvais me permettre. Je peux me permettre. Allez. Alors, là, gentil. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu connais. Il s'appelle Christophe André. Ouais, oh là là, Christophe, si tu nous écoutes, gros bisous, je l'adore. C'est un chouette gars, Alors, Christophe te pose la question. Comment fais-tu pour sans cesse évoluer dans ton spectacle ? Alors, puis il le sait parce que Christophe l'a vu 5 fois. Ah oui. Donc à la base, je le connais pas, hein, c'est un spectateur. Ah, c'est chouette ça. Qui était venu, on avait enregistré une émission pour Teva Comedy Show il y a un an. Ouais. Il était dans le public, c'était juste un extrait du spectacle, il a beaucoup aimé, il est venu voir le spectacle 5 fois, encore la semaine dernière. Et du coup, effectivement, il voit que le spectacle a beaucoup évolué. Déjà, il y a des besoins liés à l'actu, quand on voit que des choses sont un peu passées de mode maintenant et qu'il faut les réactualiser. Donc ça, j'ai le devoir, je trouve, de le réactualiser. Il y a aussi que j'ai tendance à vite m'ennuyer, donc j'ai besoin aussi de renouveler le spectacle parce que sinon, ça me saoulerait assez vite. Non, mais du coup, il y a ça, vraiment le besoin de pas m'ennuyer. Et puis, il y a des choses aussi, on voit ce qui fonctionne très bien et ce qui fonctionne un peu moins bien. Et puis il y a aussi les nouvelles collaborations. Donc au début, le spectacle, je l'ai écrit toute seule. Au bout de quelques représentations, il y a Quentin Célin, mon premier co-auteur, qui a rejoint l'aventure, qui a permis de remettre un nouveau souffle au spectacle. Là, il y a quelques mois, je me suis associée en plus avec Sylvain Lacour, qui est le co-auteur de Thomas Angèle Vie. Donc lui, il a un côté très, justement, un peu plus stand-up. Alors, il a compris que je veux pas faire du stand-up, mais en tout cas, il me permet de pimper certaines vannes avec un truc plus moderne. Et donc, le fait d'avoir ces collaborations qui évoluent, ça fait aussi évoluer le spectacle. Donc, oui, je pense qu'on est à la 15e version depuis le début. Est-ce que tu ne t'en lasses pas ? Ce qui me permet de pas me lasser, c'est aussi le changement que j'ai fait au spectacle depuis le début. Il est devenu beaucoup plus participatif. Oui. Ce qui fait que chaque présentation est vraiment différente. Oui, complètement. Ouais, ça dépend. Chaque public étant différent, les réactions sont différentes, oui. Il y a des gens qui viennent sur scène, donc en fonction de qui vient, le spectacle sera jamais le même. Et heureusement que j'ai ça, parce que sinon, clairement, je m'en serais lassée. Bah oui. Et si j'avais gardé... Toi qui es dans le mouvement. Voilà, j'aurais pas aimé. Et donc, j'ai besoin le fait qu'il y ait ce truc participatif fait que de toute façon, je pourrais pas m'en lasser. Mais je sais très bien qu'il y aura encore une nouvelle version dans quelques semaines, c'est obligé. Ouais, ça évolue tout le temps, quoi, de toute façon. En fait, pour moi, quand je regarde la première représentation, même les 4 premières, c'est pas le même spectacle, clairement pas. Pour moi, c'est un nouveau. Je dirais que c'est le même spectacle. Le spectacle en soi, on va dire qu'il a ses fondations depuis 1 an et demi, alors que j'ai déjà joué quelque chose qui s'appelait Une belle bourrine avant, mais qui avait rien à voir. Donc c'est une version carrément plus aboutie je dirais que c'est quasiment un 2e spectacle. En tout cas, ce 2e spectacle actuellement, une version beaucoup plus aboutie par rapport aux premières représentations que j'ai eues. Ouais. Est-ce que tu as le projet d'aller à Avignon, comme tu l'as déjà fait ? J'aimerais beaucoup. À vrai dire, je devais y être en 2023. Ouais. J'avais même signé mon contrat, j'avais trouvé un super créneau, super théâtre, j'étais ravie. Sauf que économiquement, il fallait quand même investir. Ouais. Je me suis retrouvée en décembre à me dire je n'ai pas du tout 10 000 € sur mon compte. Heureusement, la personne qui gérait la salle a compris. Elle m'a dit il n'y a pas de souci, plein de monde qui veut ce créneau, donc t'inquiète pas, je vais le redonner. Mais ça a été un crève-cœur de pas y aller. Terrible. Quand je voyais toutes les stories des potes à Avignon, j'étais oh là là, j'aimerais trop y être. Donc cette année, j'espère pouvoir y être. J'aimerais bien retourner. J'ai un bon souvenir d'Avignon, donc... Oui, apparemment, oui. Voilà, j'ai pas le traumatisme du tout. Non, voilà, c'est ça.
Je te propose une deuxième question. La trash. Qui est un peu plus acide. Alors, elle n'est pas non plus trashy à mort, hein, mais je me suis dit que voilà. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'avec toi, je peux me permettre. Oui. Alors, il s'appelle Pat65. Alors, sa question, c'est pourquoi ne pas avoir mis plus en valeur le côté Italo-ch'ti dans le spectacle et avoir parfois cédé au comique facile? Alors, je suis un peu d'accord avec lui sur des premières versions du spectacle, à vrai dire. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qui l'a vu il y a un petit moment. Et effectivement, moi, il y a un moment, je me suis dit, donc Pat, je suis d'accord avec toi, il y a un moment, je me suis dit, il y a des vannes trop faciles. Ouais. Et c'était aussi le boulot là qu'on a fait cet été avec Sylvain, c'était d'aller vers, d'enlever un peu ce qui était trop cliché. Et justement, dans la version que je fais depuis 1 mois et demi, enfin depuis septembre, quoi, le côté italien est vachement plus mis en avant, et le côté donc italo-ch'ti aussi. En fait, on a vraiment, je pense, il y a un gros tiers du spectacle qui a changé, parce que justement, je voulais aller un peu au-delà des clichés, de ce qui était un peu facile, et mettre plus en avant ce qui m'était plus personnel. Et quand je disais qu'il y aura sans doute dans quelques semaines une nouvelle version, c'est parce que je vais être encore plus dans quelque chose de personnel. Donc non, je me prends pas mal, parce que bonne analyse. En fait, il y avait des trucs qui étaient trop faciles au début. Voilà, oui, je pense que c'est quelqu'un qui a dû aller le voir, oui, je sais pas quand. Ouais, mais sans doute, et honnêtement, bonne analyse, il y a un moment, c'était trop facile. Ah bah ça va, alors c'est pas si trash que ça, finalement, comme question. Ah non, c'est pas trash, c'est une bonne analyse, et par contre, je dirais que le spectacle est même... Il est peut-être plus trash qu'avant, en revanche. Il est moins facile, mais il est plus trash. À la sortie du spectacle, qu'on peut aller voir plusieurs fois, puisque c'est un work in progress. Oui. C'est malin ça, Élise, en fait, de faire ça comme ça. Je trouve ça hyper malin. À la fin du spectacle, donc, on te retrouve à la sortie, à la porte. Et ça a un côté hyper sympa et un peu surprenant. Parce que tous les artistes ne le font pas. Non. Beaucoup ont besoin de retrouver la loge, de se poser, redescendre, pleurer ou rire, suivant l'accueil du public ce soir-là. Et toi, tu es à la sortie. C'est important pour toi de faire ça? C'est important pour prendre tout de suite les commentaires aussi. Parce que même si... Heureusement, c'est pas arrivé souvent, mais il a pu m'arriver de faire une représentation où je sentais que le public était pas dedans. Ou en tout cas peut-être c'était pas bien moi ce jour-là, et le fait d'aller à la sortie prendre des commentaires, parfois ça permet aussi de relativiser, parce que, et c'est un truc qui me rassure, parce que j'écoute beaucoup de podcasts d'humoristes, souvent on a l'impression, on se dit ouais, le public se fait chier, et en fait quand on sort, c'était vachement bien. Sauf qu'en fait, c'était un public hyper attentif, qui était pas forcément dans l'exubérance. Voilà, c'est ça, pas expansif. Voilà. Et donc pour moi, c'est hyper important de prendre tout de suite les retours qui soient négatifs ou positifs, parce que de toute façon, s'il y a des retours négatifs, je vais bien les avoir à un moment. Donc autant que je les ai le plus vite possible. Quand je disais que j'aimais bien que les trucs durs soient faits tout de suite, je préfère tout de suite me prendre les mauvaises critiques ou les trucs. Et au-delà d'accueillir les gens dehors, moi, je vais systématiquement boire un verre avec les gens qui veulent. Oui. Et ça, c'est un moment que j'adore, parce que vu que je suis pas connue, ça m'intéresse aussi de savoir comment ils se retrouvent là, les gens, comment ils ont entendu parler du spectacle. Et ça, on en parle vachement pendant le verre, et je suis devenue pote avec certains spectateurs grâce à ça aussi. Ah, c'est et genre des très bons potes aujourd'hui qui viennent à la base juste parce qu'on a partagé un verre. Et après, je suis ch'ti, j'aime bien picoler aussi, donc c'est ma petite récompense, mon petit verre de vin en sortant. Tu retrouves en fait ce que tu disais au départ, là, le côté contact, partage, famille, fête, ensemble. Et puis trinquer, c'est un geste, qu'on prenne avec de l'alcool ou pas, trinquer, c'est un geste social hyper important. Et dans le Nord notamment, où il y a ce faire chapelle, comme on dit, à Carnaval, c'est accueillir les gens pour prendre un coup, prendre un verre chez soi. Donc moi j'ai besoin de ça. Et puis j'ai aussi la chance que le petit bistrot à côté est super. Il a même plus ou moins investi dans le spectacle, parce que j'avais lancé une cagnotte participative il y a quelques temps. Il a mis, donc le bar s'appelle le Ticap. C'est un super pub. On est très attaché à ce petit pub qui est plus petit que les autres sur le boulevard Saint-Martin, et qui est beaucoup plus familial, beaucoup plus sympa. Et de faire le pot avec les spectateurs là, c'est génial, parce qu'on peut vraiment se parler, et c'est trop cool. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup, autant que le spectacle. C'est le moment d'après, c'est aussi bien que le spectacle. Et pourtant, Élise, tu es seule sur scène. Ouais, mais j'ai une équipe derrière moi. En fait, c'est ça qui change tout. Bien sûr. Après, clairement, quand ça se passe bizarrement, quand ça se passe pas bien, je
je préférerais limite que je n'ai pas d'équipe. Parce que moi, que ça se passe pas bien, je peux l'assumer. Par contre, de voir dans le regard de mon manager qu'il est triste ou qui est en stress. Alors, encore une fois, heureusement, il y a eu que quelques dates qui sont pas bien passées sur les 100 dates. Mais ça peut arriver aussi qu'il y ait quelqu'un de bizarre dans le public ou qu'il y ait un événement ou qu'il y ait un problème technique. Bien sûr, Là, il y a eu un problème technique il y a pas longtemps. Je voyais dans les yeux de mon manager que c'était l'enfer. Alors que moi, je me dis, on va gérer. Ça va aller. Donc, dans ces moments-là, je me dis... Limite, je préfère être seule, pour pas devoir assumer le regard des autres. Mais en même temps, les moments où ça va bien, qui sont quand même 95% du temps, heureusement pour l'instant, je suis bien contente d'avoir une équipe pour partager les bons moments, pour débriefer. Et ce qui est hyper important dans le fait d'avoir une équipe, c'est d'avoir du recul aussi. Bien sûr. Pour rebondir sur les blagues un peu faciles, évidemment, quand je sortais de l'école, j'avais tendance à être sur des blagues plus peut-être clichés. Et le fait d'avoir eu Quentin qui est venu, puis Sylvain, puis une aide à la mise en scène avec Jérôme Favier, ça a permis aussi d'avoir un recul et de voir ce qui était peut-être un peu trop cliché, ce qui était très bien au contraire, ce qui nécessitait d'être revu. Donc ouais, je suis seule, mais j'ai une sacrée équipe derrière moi et je leur dis merci beaucoup. Eh bien écoute Élise, on arrive au bout de notre papotage. Qui était très agréable. Effectivement, c'est la 3e fois en fait que je fais cette interview en face à face dans le petit studio cosy de Tsipora. Et c'est toujours, pour moi, super intéressant de rencontrer en vrai la personne que je vais interviewer. C'est hyper sympa. On est très proches, on est beaucoup les yeux dans les yeux. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Moi non plus. J'aime bien. Ouais, pareil. Et du coup, parfois on oublie. Enfin, moi personnellement, j'oublie presque parfois que je suis en train d'enregistrer un podcast. Ouais, complètement. Donc c'est cool. Puis le lieu est trop bien, on est bien installé. Carrément. Puis la dernière fois, on l'a fait en vidéo, on avait nos chats respectifs qui passaient devant l'écran. Oui, je me souviens. Oui. Hyper pratique. Oui. En tout cas, voilà. Donc c'est une adresse de studio que je ne livrerai pas. Faut pas. Voilà. Un trop beau secret à garder. En tout cas, merci beaucoup Élise. Donc merci, du coup, ça veut dire qu'il faut que je retourne voir le spectacle dans sa nouvelle version. Je vais pas t'en empêcher. Cling, gros clin d'œil. En tout cas, merci. Et puis évidemment, tous les liens pour aller voir Élise sont dans la description de l'épisode. Ciao, ciao. Merci beaucoup Isabelle, ciao. Voilà, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Prendre vos billets pour la Belle Bourrine au Théâtre Beau à Paris. Vous pourrez ainsi rencontrer Élise et aller boire peut-être un verre avec elle dans ce chouette petit pub, le Ticap. Et aller aussi sur le lien YouTube pour regarder le portrait chinois filmé d'Élise. Et voilà, c'est terminé. Je vous retrouve sur le compte Instagram de l'entrée des coulisses pour échanger sur cet épisode et aussi vous donner d'autres informations comme les coulisses du podcast lui-même. N'hésitez pas à m'y faire signe et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et suivant la formule consacrée pour clore un épisode, vous vous souvenez de la phrase, vous la dites avec moi ? Oui, c'est ça. Allez, on referme les coulisses.